Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er juin 2023. Chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre studio pour une nouvelle édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Au micro, Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocat, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur Risk Advisory au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Au cours de cette première saison de Cap Gouvernance, nous avons évoqué avec les experts qui se sont succédés à notre antenne des thématiques clés pour les administrateurs, la gestion de crise, la supervision des enjeux ESG ou encore la cybersécurité. Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de nous pencher sur les défis du capital humain et d'évoquer notamment la difficile question de la succession des dirigeants. Les collaborateurs sont en effet l'un des actifs précieux pour les entreprises et nous souhaitions donc faire le point sur ce sujet. Absolument Pierre-Yves, c'est pourquoi nous avons convié aujourd'hui à notre micro deux experts, Cécile Decourtray et Gabriel Morin. Cécile Decourtray est associée KPMG, membre du conseil de surveillance et présidente du comité des rémunérations de KPMG France. Gabriel Morin est docteur en sciences de gestion, spécialisé en développement du leader et du leadership. Après cet entretien passionnant que j'aurai le plaisir de mener, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les thèmes au programme aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons développer 3 thèmes. Tout d'abord, le rôle des censeurs au sein des conseils. Ensuite, la proposition de création de droits de vote multiples lors de la cotation d'une société. Enfin, nous ferons le point de la question du Say on Climate à la suite des assemblées générales du premier semestre. Puis, comme d'habitude, nous refermerons ce journal avec nos recommandations de lecture. Mais place tout de suite à nos deux invités pour l'interview. Aucune entreprise ne peut se développer si elle ne dispose pas des compétences indispensables à sa croissance et à sa performance. Le capital humain est l'un de ses actifs les plus précieux. La crise du Covid-19, l'arrivée des millennials sur le marché du travail, la mobilité des actifs à l'échelle mondiale, la prise de conscience de l'urgence climatique, comme des enjeux de diversité et d'inclusion, sont autant de facteurs qui contribuent aujourd'hui à une évolution profonde du rapport au travail, des aspirations des collaborateurs et de leurs relations avec les employeurs. Dans le même temps, beaucoup de secteurs subissent des pénuries de main-d'œuvre, un phénomène de grande démission est parfois évoqué. Dans ce contexte, il est de la responsabilité des conseils et de leurs administrateurs d'inscrire la supervision du capital humain, y compris celle des dirigeants, comme une de leurs priorités. Ils doivent notamment s'interroger sur la stratégie déployée par l'entreprise en matière d'attractivité, de rétention, de formation, de promotion, mais aussi de succession, car il est essentiel d'avoir la bonne équipe de dirigeants pour définir et déployer la stratégie et la culture de l'entreprise. C'est pour évoquer ces risques et enjeux autour du capital humain que nous avons convié à notre micro Gabriel Morin et Cécile Decourtray. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Gabriel Morin, vous êtes docteur en sciences de gestion après une thèse qui vous a valu 5 prix, spécialisé en développement du leader et du leadership, co-directeur du programme de Master 2 International Human Resources Management à l'université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes l'un des rares chercheurs en leadership en Europe à travailler avec les forces armées britanniques et françaises. Vous êtes notamment directeur de recherche pour le Center for Army Leadership de l'armée britannique. Cécile Decourtray, vous êtes associée KPMG responsable des activités People, Strategy and Transformation, membre du conseil de surveillance et présidente du comité des rémunérations de KPMG France. Vous avez publié avec le magazine Uzbek et Rika une édition spéciale intitulée L'expérience employée au croisement de toutes les mutations, qui s'appuie notamment sur une étude menée auprès de 2000 salariés français du secteur privé. Ma première question sera pour vous, Gabriel Morin. À votre avis, quels sont les principaux défis auxquels, d'une manière générale, les organisations font face aujourd'hui en matière de gestion du capital humain ? Alors aujourd'hui, toutes les organisations doivent se transformer, qu'elles soient privées ou publiques, et ce, même les plus traditionnelles, comme l'armée ou les universités. Et ce, pour une simple raison, tout évolue dans un monde VUCA. Alors VUCA, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire volatile, instable, complexe et ambigu. Et à ce propos, je signale que c'est un acronyme qui a été inventé par la recherche des forces armées américaines quand elles découvrent, en fait, dans les années 90, un type de guerre inédit en Irak et en Afghanistan, à savoir une guerre dite asymétrique
par opposition à celle conventionnelle. Que nous disent les sciences de gestion à ce propos? Elle nous dit que disposer de leaders et de leadership sont les deux moyens les plus efficaces pour réussir une transformation organisationnelle. Je distingue bien ces deux attributs, car contrairement à une idée reçue, et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, ils ne se confondent pas. Un leader n'a pas forcément le leadership, et quelqu'un peut avoir du leadership sans être un leader. En synthèse, le leader, c'est le rapport aux idées, la capacité à avoir une vision. Le leadership, lui, c'est le rapport aux personnes. On peut être brillant dans les idées et misérable avec les personnes, et inversement. Pour revenir à votre question initiale, je pense que le principal défi auquel sont confrontées les organisations aujourd'hui, c'est précisément de recruter le leadership et les leaders aptes à réussir ces transformations. Avec votre casquette de conseil, Cécile de Courtrai, avez-vous identifié d'autres enjeux à ceux que Gabriel Morin vient de nous exposer? Oui, je dirais qu'avec mon expérience de terrain et les échanges réguliers avec mes clients, je vois 4 défis majeurs pour les organisations. Le premier, c'est un enjeu d'attractivité des talents dans un contexte de tension du marché du travail, avec des difficultés de recrutement dans pratiquement tous les métiers et dans de nombreux secteurs d'activité. Il y a aussi de plus en plus de freelance et pour les attirer, les organisations devront repenser l'expérience qu'elles leur proposent. Le deuxième défi, il concerne l'engagement et la rétention des collaborateurs, puisque selon notre étude, on a seulement 17% des personnes qui recommandent leur employeur. Et donc avec un marché du travail en tension, ne pas retenir ses collaborateurs présente un risque business qui est évident. Il faudra donc proposer des stratégies de rétention adaptées et pour ça, il faut bien comprendre les attentes des collaborateurs. Ensuite se pose la question de la prise en compte des impacts des nouveaux sujets comme l'intelligence artificielle ou l'ESG. Ce sera un vrai challenge pour les entreprises d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers et des compétences qui seront attendues dans le futur. Et puis pour finir, la question de la rémunération et de son impact sur la rentabilité de l'entreprise dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui d'inflation qui est inédit depuis près de 40 ans. Maintenant que nous avons posé les principaux défis que les groupes doivent aujourd'hui relever, Gabriel Morin, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'évolution récente de la dimension humaine au sein des entreprises? Quelle posture les directions générales doivent-elles adopter à cet égard? Ici, on peut se tourner vers la philosophie, qui en effet fait le constat de l'écroulement de la tradition et donc de l'autorité. C'est notamment l'analyse d'Hannah Arendt sur l'évolution de l'Occident après la Seconde Guerre mondiale. Constat d'ailleurs qui n'est pas nouveau, puisque le général de Gaulle faisait le même quelques années avant. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est que cet écroulement est fondamental dans les dynamiques organisationnelles. En effet, dans un contexte où l'autorité fonctionne, celui qui l'exerce n'a pas besoin de convaincre. L'autorité s'impose d'elle-même, comme on dit. C'est ce qui est le contraire du leadership, qui constitue un processus constitué de 3 piliers, un leader, un follower et un contexte. Le leadership, c'est ce que montre ma thèse, notamment sur le sujet, est fondamentalement démocratique. C'est-à-dire, c'est la capacité du follower de dire non. Non, je ne te suis pas. Si cette capacité fait défaut, on n'est pas en présence de leadership. Si dire non conduit à la prison ou à la mort, ce n'est plus du leadership. C'est de la tyrannie, de la dictature. Bref, les directions générales doivent intégrer cet écroulement de l'autorité, constaté partout, et ce besoin concomitant de leadership. Les évolutions sociétales influencent toujours les organisations. Or, plus ça va, plus les sociétés occidentales apprennent à dire non précisément. Cela se traduit par un besoin de leadership colossal que les directions doivent prendre en compte et dont elles doivent se doter, ce qui renvoie au défi majeur souligné au début de notre entretien, c'est-à-dire recruter et développer les dirigeants ayant du leadership. Même les forces armées, à ce propos, dont on pourrait penser qu'elles sont protégées par cet écroulement de l'autorité, font le même constat. L'officier occidental ne peut plus aujourd'hui s'appuyer uniquement sur le principe supérieur du commandement, comme il l'a toujours fait. Lui aussi doit faire œuvre de leadership individuel pour rendre son commandement plus efficient. Les collaborateurs s'autorisent donc maintenant à dire non à leurs supérieurs hiérarchiques, ce qui bouleverse les rapports dans les organisations. Mais au-delà, Cécile, sur la base de votre étude d'expérience employée, quelles sont aujourd'hui leurs principales attentes vis-à-vis de leurs employeurs? Alors, il est intéressant de constater que les salariés ont bien sûr des attentes envers l'entreprise en général, mais aussi envers les managers de proximité, car ils peuvent agir au quotidien sur beaucoup des leviers de satisfaction au travail. Mais leurs attentes évoluent constamment, donc les entreprises doivent interroger régulièrement leurs salariés pour comprendre ces leviers. Ces leviers, quels sont-ils? Le premier de ces leviers, pour 64% des répondants, concerne la rémunération et plus largement la reconnaissance, qui reste donc un élément clé de satisfaction, notamment dans le contexte actuel d'inflation. Il y a ensuite une forte attente en matière d'organisation du travail, les managers devant s'assurer d'une répartition équitable des tâches dans les équipes pour favoriser ainsi un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle.
Mais les collaborateurs recherchent aussi plus de flexibilité avec le télétravail notamment, mais aussi davantage d'autonomie et de responsabilisation dans la manière dont ils peuvent organiser leur travail, ce qui suppose au final des organisations moins hiérarchiques et plus plates. Dernier point significatif, les collaborateurs veulent se développer et ils attendent davantage d'accompagnement de leur employeur sur ce sujet. Ils souhaitent aussi maintenir leur employabilité, sachant que si dans les années 70, une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans, elle n'est aujourd'hui plus que de l'ordre de 18 mois seulement. Et le sens du travail dans tout ça, puisque c'est un thème très fréquemment évoqué. On s'attendait effectivement à ce que le sens arrive parmi les premiers leviers de satisfaction cités, mais il arrive finalement assez loin. Alors c'est probablement parce que 75% des répondants nous disent qu'ils sont finalement satisfaits du sens qu'ils trouvent dans leur travail, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Disposer de leaders et de leadership pour conduire les groupes dans des environnements toujours plus complexes et changeants, répondre aux attentes des salariés sont les sujets auxquels les ressources humaines doivent répondre. Gabriel Morin, les administrateurs ont un rôle de supervision de cette stratégie. À ce titre, quelles questions devraient-ils poser aux dirigeants pour s'assurer de l'alignement entre les ambitions et les actions effectivement mises en œuvre? Cet alignement que vous citez, Pierre-Yves, constitue une clé du succès du leadership. En effet, cet alignement porte un nom plus précis déjà, qui est celui de la congruence, c'est-à-dire quand l'individu dit ce qu'il pense, fait ce qu'il dit. Il émane de lui alors la lumière de la cohérence. À l'inverse, le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais » n'a jamais fonctionné. On revient quelque part au nom fameux « leading by example ». En la matière, un des modèles à suivre, c'est Gandhi, sur lequel j'ai travaillé longuement sur un livre qui explore chez lui les racines du leader et du leadership. Gandhi, qui n'était pourvu d'aucun leadership, il faut savoir qu'il n'ose pas prendre la parole en public avant l'âge de 22 ans, exerce un leadership extraordinaire par une congruence remarquable, précisément entre 1. Sa vision, libérer son peuple de l'asservissement à l'Empire britannique, 2. Son discours, il prône la désobéissance civile de manière non violente, et 3. Ses actes. Il établit par exemple un ashram dans lequel, avec l'aide d'une communauté qu'il crée autour de lui, il atteint l'indépendance non seulement alimentaire, mais également vestimentaire et surtout mentale. Ainsi qu'en 1920, il exhorte son peuple à refuser de travailler pour les Britanniques et d'arrêter de leur acheter tout bien. Il jouit d'une crédibilité immense, appuyée précisément sur des années d'application personnelle de ses principes. Sans cet alignement, pensée, parole, action, le leadership ne peut pas fonctionner durablement. Par conséquent, le type de questions que doivent poser les administrateurs, c'est, ouvrez les guillemets, les mesures de performance de l'entreprise ainsi que les critères de rémunération des dirigeants sont-ils alignés avec la stratégie? Typiquement, il est encore rare, par exemple, que la rémunération des membres du COMEX prenne en compte les objectifs de développement durable. Pour aller plus loin, Cécile, sur cette notion de KPI et partager avec nos auditeurs des éléments concrets, sur quels indicateurs les administrateurs peuvent-ils s'appuyer afin d'exercer au mieux leur rôle de supervision de ces sujets? Bien évidemment, les indicateurs peuvent dépendre du secteur d'activité de la stratégie de l'entreprise. Mais on peut quand même dégager des indicateurs communs à toutes les organisations qui couvrent les défis majeurs dont je parlais en début d'interview. Je pense tout d'abord au Net Promoter Score, qu'on appelle aussi NPS, et qui va répondre à la question « Est-ce que je recommande mon entreprise ?» Il permet de mesurer l'engagement des collaborateurs et leur attachement à l'entreprise. Il suppose effectivement de les interroger régulièrement. Il faut ensuite établir un tableau de bord de pilotage du capital humain avec d'autres indicateurs qui pourraient être par exemple des indicateurs visant à mesurer l'efficacité de la marque employeur. C'est par exemple le nombre de CV qu'on reçoit, la qualité des candidatures. Suivre aussi les taux de turnover, les délais de recrutement pour les postes à enjeu ou alors arriver à quantifier les investissements en matière de formation et de développement. Mais au-delà de la production de ces KPIs, ce qui est surtout important, c'est que les administrateurs s'assurent ensuite que les actions correctrices soient bien définies et mises en œuvre. Donc, comme je l'ai évoqué en début de cet échange, les enjeux de compétences concernent tous les salariés et a fortiori les dirigeants. Gabriel, vous consacrez vos recherches au leadership. Quelles sont selon vous les principales qualités d'un dirigeant qui font de lui un bon leader? Pour répondre à votre question, Pierre-Yves, il est important de distinguer leader et leadership. Comme évoqué, le leader, c'est le rapport aux idées, à la vision. Le leader voit des choses que les autres, en quelque sorte, ne voient pas. C'est un rapport à l'espace unique. Le dirigeant leader distingue un point d'inflexion dans l'espace bénéfique pour son organisation. Comme souligné aussi, le leadership, lui, constitue un processus animé par 3 acteurs, leader, follower et contexte. En changeant l'un de ces piliers, vous changez le leadership. C'est pour cette raison que quelqu'un peut exercer un leadership très efficient dans une organisation, puis échouer dans une autre, car le contexte et les followers auront changé. Pour bien cerner la différence, un individu a une vision, c'est son côté leader.
Mais pour transformer sa vision en action collective, il doit communiquer celle-ci de manière claire et ensuite, encore plus difficile, y engager les autres. Or, ces deux aspects, capacité à communiquer et à fédérer, relèvent bien du leadership. Ainsi, de nombreuses visions demeurent lettres mortes, faute de leadership. Une partie importante de mes travaux de recherche porte précisément sur la définition, je ne dirais pas de qualité, mais de compétences du leader et du leadership. Compétences qui sont en fait enrichies par des vertus et par des construits psychologiques. Pour aller à l'essentiel, la principale vertu du leader et du leadership se trouve dans le courage. C'est pas nouveau, les Grecs analysaient déjà la vertu comme un élément cardinal. Or, leader et leadership ne mobilisent pas ici le même type de courage. Les leaders déploient un courage intellectuel. En deux mots, ils pensent l'impensable. C'est par exemple Elon Musk qui se lance dans les fusées et qui déclenche à ce moment-là un scepticisme, voire moquerie, pour avoir raison in fine, tandis que le leadership, lui, mobilise deux autres types de courage. Physique, d'un côté, et moral de l'autre. Le courage physique du leadership, c'est typiquement l'officier qui monte au front, pour rester dans le domaine militaire, ou Chabal, pour aller dans le domaine sportif, qui fait un énorme plaquage et qui change l'issue d'un match en augmentant précisément le niveau d'engagement de l'ensemble de l'équipe. Le courage moral, c'est de gérer les conflits qui ne manquent jamais d'arriver dans une équipe en les affrontant et non évidemment en les esquivant. Et est-ce que ces qualités s'appliquent de la même façon aux femmes et aux hommes ? Je vais vous répondre de manière très factuelle. Selon une étude internationale menée avec l'agence de notation financière Standard & Poor's dans 62 pays sur les 11 000 plus grosses sociétés mondiales, donc un échantillon très important, il apparaît que les femmes présidentes déploient un leadership différent de leurs homologues masculins. En effet, elles sont plus positives dans leur communication que leurs homologues masculins et sont plus inclusives car elles prennent en compte toutes les parties prenantes. En revanche, contrairement à d'autres idées reçues, la performance de l'entreprise n'est pas liée au sexe, en premier lieu de son dirigeant, mais dépend bien plus à la fois du secteur d'activité, du pays où l'entreprise se situe et enfin de son ancienneté dans l'entreprise. Sous-entendu, plus les dirigeants ont d'ancienneté et plus ils sont performants. Dans la même veine, Gabriel, une autre question. Chaque dirigeant doit-il disposer de l'ensemble de ses qualités ? Vous savez qu'il n'y a pas de perfection dans ce bas monde. Quoi qu'il en soit, on retrouve 3 qualités principales chez tous les leaders. 1, la boulimie de connaissance. 2, l'humilité. Et 3, la raison d'être. En effet, commençons par le premier, les leaders passent leur temps à nourrir leurs idées et leurs visions, déployant une curiosité insatiable, cassant les silos des disciplines, précisément en les reliant au profit d'une vue globale. La big picture, comme on dit en anglais. C'est Catherine II, par exemple, qui parle couramment 3 langues, dévore l'encyclopédie de Diderot, correspond avec lui, mais aussi avec Voltaire, et qui se nourrit des visions de Voltaire et Montesquieu, adaptées à la Russie, pour la faire passer de la féodalité à la modernité. En d'autres termes, elle nourrit sa vision d'autres éléments et d'autres connaissances, surtout. 2, l'humilité. Elle se situe chez les leaders dans leur remise en question permanente et leur quête insatiable de compréhension et de connaissance. Ne tombant jamais dans le piège de la certitude, mais au contraire, procédant par conviction, elle-même étant forgée au fil du temps et des expériences. C'est ce que montre aussi l'étude menée par Jim Collins en 2001, Good to Great, auprès de 1500 premières entreprises américaines sur la période de 1965 à 2000. Une des caractéristiques communes des leaders, selon son étude, les plus performants est précisément l'humilité. Enfin, 3, la raison d'être. Les leaders sont investis d'une mission. Ils sont en mission, véritablement. Quand ils prennent conscience de leur raison d'être, alors ils surmontent toutes les difficultés. C'est ce que Mark Twain appelle la seconde naissance, ou ce que Jim Collins appelle dans sa recherche la détermination féroce. Et pour ce qui est du leadership ? Pour ce qui est du leadership, il s'agit toujours de compétences qui relient l'individu aux autres, ce qu'on appelle le capital social ou relationnel. Ce capital mobilise 3 grands types de compétences, les compétences managériales, 1, 2, les compétences sociales, et enfin 3, la conscience sociale. Pour aller à l'essentiel, une dimension clé du leadership tient à l'énergie de celui qui l'exerce. Peter Drucker, un des pionniers du management, dit à peu près cela. Pour lui, le plus important dans le leadership est de prendre soin de son énergie et ensuite de l'orchestrer entre ceux qui vous entourent. À ce sujet, j'ai proposé dans une recherche empirique une nouvelle théorie du leadership, qui est la suivante. Elle distingue le bon leadership du mauvais. Le leadership durable, dit de puissance, est exercé par le leader qui apporte de l'énergie aux autres.
et vise à transformer les followers en leaders précisément. À l'inverse, le leadership toxique, dit de pouvoir, enlève ou prend l'énergie d'autrui et consiste à voir les autres comme des rivaux, voire comme des ennemis, et revient à bloquer leur développement. Plus généralement, on mesure ici l'importance du corps dans le leadership, comme l'illustre une étude d'Harvard à ce sujet qui est très intéressante et qui parle d'athlètes corporate. Donc un challenge pour les groupes d'être capables de s'appuyer sur des leaders, mais aussi sur une animation de leur stratégie au travers d'un leadership performant. Se pose alors la question cruciale de la succession des dirigeants, notamment celle du CEO, car elle peut affecter de manière durable l'entreprise. Que recommanderiez-vous aux administrateurs, Gabriel, pour les aider à définir le plan de succession des dirigeants ? Pierre-Yves, vous mettez le doigt sur quelque chose en effet qui est clé, la succession des dirigeants, qui est un défi majeur pour une organisation et qui est souvent négligé, et ce même par les leaders les plus efficaces. C'est ce que montre aussi l'étude de Jim Collins évoquée, avec toujours cet écueil de certains leaders pour lesquels, après eux, vient le déluge. C'est donc qu'ils étaient irremplaçables. Or, certains leaders exceptionnels préparent leur succession. Un des éléments clés de la préparation du plan de succession consiste à mettre le pied à l'étrier au futur leader, avant le départ officiel de celui en place. Un des meilleurs exemples ici, c'est Nelson Mandela, à qui on doit le concept de leadership from behind, c'est-à-dire en fait exercer un leadership en retrait, en laissant ainsi le devant de la scène au successeur prévu pour qu'il s'aguerrisse. C'est un concept qui a été ensuite rendu populaire, notamment par Obama. À l'inverse, si on remonte encore plus loin dans le temps, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le plus grand conquérant de tous les temps, Alexandre le Grand, il a vu son empire s'écrouler et s'éclater entre ses différents généraux macédoniens. Pourquoi ? Pour n'avoir pas su préparer précisément sa succession. Cécile de Courtrai, de votre point de vue, quelles sont les bonnes pratiques pour assurer le succès de la transition ? Ce qui me semble fondamental, c'est effectivement d'organiser une période de transition qui soit suffisante afin de pouvoir accompagner le successeur dans sa prise de fonction. Alors, si le prédécesseur doit donner pendant la période d'intérim toutes les clés au nouvel arrivant pour réussir son intégration, les membres du conseil d'administration ont aussi un rôle actif à jouer, notamment en créant rapidement des liens avec le successeur et lui apportant tout le soutien nécessaire, surtout si ce candidat est externe au groupe. Alors, ça peut passer, par exemple, par du mentorat, par une intégration dans les réseaux clés de l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes, par l'évaluation régulière de sa performance et un soutien au travers notamment de feedback constructifs et réguliers. Alors, s'il s'agit d'un candidat interne, l'accompagnement vers le futur rôle pourra plutôt s'orienter vers des formations et le développement de compétences clés, par aussi l'évaluation régulière du candidat au regard du poste cible et l'aider dans une montée en puissance qui soit progressive. En tout état de cause, le succès d'un plan de succession réussi réside aussi dans son approche dynamique et non statique. Il faut être en effet prêt à le revoir et à l'ajuster en fonction des événements qui n'étaient pas prévisibles au moment où on l'a établi. Et il faudra bien sûr aussi en piloter l'exécution afin de maximiser les chances de réussite. Pour conclure cet échange, une toute dernière question pour vous deux. Sur quelle dimension du capital humain les groupes doivent-ils mettre plus l'accent en 2023 et dans un avenir proche ? Cécile d'abord ? Alors, les entreprises doivent privilégier les sujets impactants et prioriser les leviers de satisfaction au travail des salariés. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela recouvre notamment l'organisation du travail et l'équilibre de vie professionnelle et personnelle, la flexibilité, le développement des compétences techniques et managériales et la reconnaissance. Dans ce contexte, les managers de proximité ont un rôle essentiel pour agir sur ces leviers et les organisations doivent donc s'appuyer sur eux. Elles doivent cependant les accompagner et leur donner pour ça tous les moyens nécessaires avec des outils, mais aussi des formations sur des postures managériales, sur les soft skills par exemple pour développer leur écoute active, la culture du feedback, leur intelligence émotionnelle ou relationnelle. Mais l'engagement des salariés est l'une des clés principales de la performance d'un groupe et je suis convaincue que ceux qui travailleront de manière continue à son renforcement pourront définitivement se démarquer de leurs concurrents. Gabriel, en guise de conclusion, que souhaitez-vous dire ? Je souhaiterais ici combattre un mythe, une légende tenace qui est celle du leader et du leadership né. Là-dessus, les études empiriques en management montrent très bien, depuis le début du siècle, que la partie la plus décisive est acquise et non innée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'éléments naturels. Si vous prenez le leadership, on sait par exemple que la voix ou la taille peuvent jouer. Cela signifie que c'est la transformation de la nature en culture, autrement dit de l'inné en acquis, qui sera le plus déterminant. Cette transformation résulte toujours d'un travail colossal sur soi-même, sur les autres et le monde. L'art
d'être un leader et d'avoir du leadership consiste à laisser croire aux autres que c'est naturel. Un peu comme tous ceux qui maîtrisent leur art. Mais derrière la scène, tout n'est que travail, travail et travail. Cécile de Courtrai, Gabriel Morin, merci beaucoup de nous avoir partagé vos expériences et vos réflexions autour de la gestion du capital humain. Vos points de vue seront sans aucun doute très utiles à nos auditeurs. Poursuivons cette émission avec l'actualité de la gouvernance et le rôle des censeurs au sein des conseils. Rôle qui, pour beaucoup d'entre nous, Jean-Jacques, n'est pas très clair. Effectivement, Pierre-Yves. L'existence de censeurs est longtemps restée dans l'ombre, notamment car aucun texte légal ou réglementaire, ni d'ailleurs aucun texte de droit souple, ne consacre la pratique. Il s'agit d'une création spontanée, relativement ancienne, qui a retrouvé une certaine réalité dans quelques grandes sociétés cotées et se trouve parfois contestée. Selon les chiffres de Scalens, il y aurait actuellement 78 censeurs, dont 10 au sein du CAC 40 et 38 au sein du SBF 120, ce qui reste marginal. Si l'on se réfère à leur dénomination, on pourrait penser qu'ils exercent une fonction de surveillance. Justement, non. Ils font certes partie du conseil et font en général bénéficier celui-ci de compétences dont les administrateurs ne sont pas nécessairement pourvus ou de relations utiles, voire simplement d'un appui. Mais s'ils sont associés aux travaux du conseil, ils ne peuvent pas prendre part aux décisions car ils empiéteraient alors sur les pouvoirs légaux réservés aux seuls administrateurs. Néanmoins, cela ne les prive pas d'une potentielle influence. Et comment ces censeurs sont-ils désignés et comment s'organisent-ils ? En fait, tout cela est librement déterminé par la société, soit par une simple décision du conseil, soit plus officiellement et beaucoup plus rarement par une clause statutaire ou du règlement intérieur. Ils peuvent être librement choisis et ne tombent pas sous le coup des limites de mandat. Si nous en parlons aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est que cette pratique se développe. Sans se multiplier notablement. Elle s'est surtout diversifiée ces dernières années, et c'est d'ailleurs ce qui l'a mise en lumière. S'ils sont en général nommés pour leur expertise, la pratique la plus récente montre qu'ils sont également utilisés soit à titre d'antichambre, soit de point de chute. C'est-à-dire ? À titre d'antichambre, pour permettre à une personne d'entrer ultérieurement au conseil en se familiarisant peu à peu avec son fonctionnement, voire pour retenir des talents. À l'opposé, il arrive que la nomination d'un censeur serve de point de chute à un administrateur dont le mandat est arrivé à échéance ou qui est atteint par le cumul des postes ou la limite d'âge. On y découvre ainsi, parfois, l'ancien président qui trouve là le moyen de prolonger son influence. Et peut-on considérer cela comme une bonne pratique de gouvernance ? Pas tout à fait. D'ailleurs, l'AMF, dans son rapport 2021, s'est inquiété de cette dernière pratique et a même cité nommément une société pour en fustiger la méthode dans laquelle l'ancien président et actionnaire de contrôle est devenu censeur et par ailleurs conseil salarié permanent du président du directoire. Cette pratique permet également à un actionnaire minoritaire de disposer d'un représentant sans pour autant que ce soit un administrateur. Elle permet également d'échapper en théorie aux contraintes légales qui pèsent sur les administrateurs, comme par exemple le cumul des mandats, les conventions réglementées ou encore le CONP. L'Institut français des administrateurs, l'IFA, s'est également exprimé à ce sujet en mars dernier. C'est exact, et il a formulé plusieurs recommandations au nom des principes de bonne gouvernance. En synthèse, il suggère d'officialiser la pratique des censeurs dans les statuts ou dans le règlement intérieur, mais alors en le faisant avaliser par les actionnaires, d'y préciser les modalités de leur nomination, la durée de leur fonction, leur éventuelle rémunération et d'imposer des règles de bonne conduite. Il suggère également que le rapport sur la gouvernance d'entreprise fasse état annuellement du nombre et de la nature des censeurs et de leur rôle. Ajoutons pour terminer que la relative opacité actuelle de la pratique des censeurs commence à être décriée par des investisseurs institutionnels comme par exemple Glass Lewis et ISS. Ce sujet mérite donc une vraie réflexion. Poursuivons ce journal en nous intéressant à une proposition récente du Haut Conseil juridique de la place financière de Paris, le HCJP, avec la création de droits de vote multiples lors d'une cotation. Effectivement, Pierre-Yves. Cette création porterait sur un pourcentage limité de capital et une durée elle-même limitée. L'objectif serait d'inciter les fondateurs d'une société à se financer sur le marché par une introduction en bourse en ne perdant pas le contrôle, du moins pendant quelque temps.
Et pourquoi cette proposition intervient-elle aujourd'hui ? En fait, elle n'est pas nouvelle, mais revient dans l'actualité en raison d'une libéralisation récente de la place financière de Londres sur ce point. Mais l'idée se heurte pour les sociétés cotées à une double réticence en France. Et lesquelles, Jean-Jacques ? La première, Pierre-Yves, vient de grands investisseurs institutionnels qui tiennent au principe égalitaire, une action, une voix, pour éviter la constitution de monopoles minoritaires en capital et un risque de sclérose de la gouvernance. La seconde réticence vient de l'histoire. Les actions à droit de vote multiples en France ont existé au début du XXe siècle et ont été, à l'époque, très décriées économiquement et politiquement et interdites après la crise de 1929. Aussi, le sort de cette nouvelle proposition est-il, de mon point de vue, très incertain. Affaire à suivre donc, avec un possible enjeu de compétitivité pour la place financière de Paris. Notre dernier sujet fait partie de ceux que nous suivons régulièrement, chers auditeurs, et dont nous vous livrons les derniers développements puisqu'il est lié aux enjeux ESG. Les préoccupations environnementales et notamment la lutte contre le réchauffement climatique sont de plus en plus évoquées par les investisseurs institutionnels influents, en général d'origine nord-américaine. Ils militent pour que les grandes sociétés permettent aux actionnaires de débattre de leurs plans stratégiques en matière d'environnement et les informent régulièrement de son avancement. C'est bien cela, Pierre-Yves. Et c'est ce qu'on appelle la pression du Say on Climate, pour le dire en anglais. Elle consiste principalement en des demandes d'inscription à l'ordre du jour, de débats, voire de résolutions, sur la stratégie de l'entreprise et ses résultats. Cela soulève des questions juridiques. Oui, j'en vois de plusieurs natures. Par exemple, est-ce que les actionnaires ont le pouvoir de débattre de ce sujet qui, de prime abord, relève de la compétence des organes dirigeants, voire de participer à un vote consultatif ou de procéder à un vote contraignant d'une résolution? Par ailleurs, qui peut être l'initiateur de ce débat? La société ou les actionnaires ou l'une et les autres? Qui peut en assurer le contrôle? Le juge, l'autorité des marchés financiers? Plusieurs institutions de la place de Paris se sont emparées du sujet, ce qui démontre son acuité. Justement, qu'en disent ces institutions? L'AMF, tout d'abord, sans vouloir prendre parti dans le débat juridique, invite les sociétés cotées à communiquer sur leurs plans environnementaux et à présenter leur stratégie aux assemblées sous la forme d'un simple point à l'ordre du jour, c'est-à-dire sans vote de résolution. Pour autant, cette autorité souhaite un aménagement législatif imposant aux sociétés un vote des actionnaires. La commission Climat et Finances durables de l'AMF va, elle, plus loin. Elle invite d'ores et déjà les sociétés à accepter d'inscrire à l'ordre du jour des projets de résolution climatique proposés par des actionnaires. Elle souhaite par ailleurs que l'AMF joue un rôle d'arbitre, ce que celle-ci n'est pas tentée de faire. D'autres avis sur la question? Oui, le Haut Conseil juridique de la place financière de Paris, le HCJP, a publié une étude très prudente sur le sujet. Selon cette étude, les assemblées peuvent voter à titre consultatif sur la stratégie climatique, ce qui ne faisait d'ailleurs pas problème. Mais elle estime que la loi n'autorise pas à aller au-delà et ne permet pas aux actionnaires d'imposer le vote d'une résolution, voire de modifier les statuts pour imposer ce vote. Le HCJP conclut que le juge de paix ne peut pas être l'AMF, mais seulement le tribunal de commerce dans l'état actuel des textes. Et les sociétés de gestion ont également fait entendre leur voix. Absolument. Elles se sont regroupées et ont proposé un assouplissement du dépôt des résolutions climatiques par les actionnaires. Elles proposent d'abaisser fortement le seuil permettant de déposer un projet de résolution, de restreindre les pouvoirs du Conseil sur l'appréciation de la légalité des projets, de renforcer le rôle de l'AMF sur la qualité de l'information, enfin, de créer une procédure accélérée au sein des tribunaux de commerce pour que ceux-ci puissent être saisis en urgence avant la tenue de l'Assemblée. Le débat est lancé, c'est le moins que l'on puisse dire. Reste maintenant aux législateurs à s'emparer ou non du sujet. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs? J'ai 3 conseils de lecture à suggérer à nos auditeurs. Tout d'abord, la 34e édition de la lettre de la gouvernance de KPMG, qui paraîtra courant juin, à retrouver sur kpmg.fr. Ensuite, l'édition spéciale publiée par KPMG avec le magazine Uzbek Erika et intitulée « L'expérience employée
au croisement de toutes les mutations dont vous retrouverez le lien dans l'application de Radio KPMG. Enfin, l'étude de l'IFA à laquelle j'ai fait référence dans ce journal, le recours au censeur, publié dans les notes de l'IFA de mars 2023. À l'approche des arrêtés semestriels, nous vous recommandons également d'écouter la matinale de KPMG qui sera diffusée mardi 6 juin avec comme invité la directrice des affaires comptables de l'AMF, Marie Seller, et l'associé KPMG responsable de la doctrine comptable, Emmanuel Paré. Au cours de cette émission, ils feront notamment le point sur les conséquences comptables dans les états financiers au 30 juin 2023 de la réforme des retraites et de l'impôt minimum mondial. Comme d'habitude, nous vous invitons aussi à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également de KPMG Avocat où sont publiées toutes nos actualités. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les précédents numéros de Cap Gouvernance, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Voilà, cette édition de Cap Gouvernance est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous a apporté un éclairage différent sur les thèmes que nous avons abordés. Merci pour votre écoute attentive, un bel été à toutes et à tous et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 21 septembre pour une nouvelle saison de Cap Gouvernance.